La pluie. De magnifiques gouttes d'eau qui tombent du ciel. Mais quand des milliards de gouttelettes s'ajoutent les unes aux autres, leur force devient extraordinaire. La pluie est l'arme la plus meurtrière de Dame Nature. Les inondations ont causé plus de morts que tout autre désastre naturel. C'est le terrible pouvoir de la pluie. Pendant les premiers mois de 1995, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'Europe. Des villes hollandaises et des régions entières ont été submergées. Les hommes ont dû lutter pour sauver leur demeure, comme les hommes ont toujours lutté contre les éléments depuis la nuit des temps. 3 ans plus tôt, le Mississippi avait débordé de son lit, causant la plus grande inondation depuis 66 ans dans cette région des États-Unis. Des inondations géantes comme celle-ci entraînent des dégâts très importants. Des vies sont perdues et des maisons détruites. Mais les inondations les plus meurtrières arrivent sans prévenir. Voici le canyon de Big Thompson, à 80 km au nord-est de Denver, dans l'État du Colorado. Le samedi 31 juillet 1976, l'État du Colorado célébrait son centenaire. La météo annonçait des orages pour la fin de l'après-midi, mais personne ne s'attendait à la catastrophe qui allait s'abattre sur cette ville. Jerry Schaeffer, un musicien country, vivait dans le canyon. Le ciel était gris, mais il ne pleuvait pas encore. J'ai remarqué des gros nuages dans le ciel pendant qu'on tondait la pelouse et qu'on réparait les voitures. Mais j'ai aussi remarqué qu'en haut du canyon, il y avait des gros nuages très très sombres, comme le flanc de la montagne. Au milieu de l'après-midi, un campeur qui se promenait dans les montagnes rocheuses au-dessus du canyon a pris cette photo d'un nuage orageux qui s'était développé tout au long de la journée. Plus de 3000 personnes se promenaient dans le canyon. À 6 heures, un orage éclata. Au cours des 4 heures suivantes, 25 cm de pluie s'abattirent sur le sol. Une quantité incroyable si on la compare aux 35 cm de pluie qui tombent en moyenne au cours d'une année. Toutes les conditions étaient remplies pour une crue subite. Les pentes rocheuses ne pouvaient absorber que très peu d'eau et les pluies se déversèrent rapidement dans le canyon, entraînant une crue de la rivière. Glenn Floyd était propriétaire d'un hôtel dans le canyon. Un mur d'eau apparut soudain après le coude de la rivière. Impossible de prévoir ce qui allait se passer. En moins de 5 minutes, le pont avait été emporté et 5 minutes plus tard, c'était le tour du café et de ma maison. Tout fut emporté. Plus en aval dans le canyon, Jerry et son ami Ellie furent entraînés par la crue. On ne le savait pas à ce moment-là, mais le barrage au-dessus de nous avait cédé et un mur d'eau de presque 6 mètres de haut avançait droit sur nous. Quand ce mur d'eau est arrivé sur nous, il m'a renversé et je tenais Ellie dans mes bras. Des débris de toutes sortes recouvraient la rivière et chaque fois que j'essayais de relever la tête, les débris et l'eau me repoussaient vers le fond. Ellie a perdu connaissance dans mes bras. Je ne savais pas s'il s'était noyé ou s'il avait une crise cardiaque, mais je savais qu'il était mort. Et je commençais à voir des étoiles.
J'ai levé les yeux et j'ai vu un grand mur blanc. Une grange arrivait sur moi à plus de 100 km/h. Elle s'est écrasée sur les arbres au moment où je me mettais à l'abri sous un matelas et elle a explosé. Les débris ont formé une sorte de delta que la rivière contournait. Et je suis resté là toute la nuit en me disant que ce genre de choses n'arrivait que dans les livres. La pluie a continué et pendant toute la nuit, l'eau a dévalé le canyon. Les sauveteurs se sont mis au travail. L'obscurité rendait presque impossible toute recherche de survivants. À l'aube, les sauveteurs purent prendre toute la mesure de la tragédie. La rivière avait tout détruit sur son passage. Les hélicoptères continuaient à inspecter le canyon. Ils purent récupérer les quelques rescapés qui avaient réussi à se réfugier sur des endroits plus élevés. Plus de 400 maisons ont été détruites et 138 endommagées. Les équipes de sauvetage ont trouvé des voitures enfouies à plus de 2 mètres sous le lit de la rivière. En quelques heures, la pluie avait causé plus de 175 millions de francs de dégâts. Mais surtout, cet orage avait coûté la vie à 145 personnes et 6 corps ne furent jamais retrouvés. Aujourd'hui, les panneaux de signalisation témoignent de cette crue dramatique. Les crues soudaines continuent encore aujourd'hui leur œuvre destructrice. En 1987, à San Antonio, au Texas, ce bus scolaire fut emporté. Les sauveteurs réussirent à sauver la plupart des enfants, sauf 10, qui moururent noyés. La force destructrice de l'eau vient de son poids. L'eau qui remplit une baignoire pèse presque 1 tonne. Il suffit donc de 60 cm d'eau pour emporter une voiture. 60% des gens tués lors des inondations aux États-Unis sont morts parce qu'ils se sont retrouvés prisonniers dans leur voiture. Charles Lovalt s'est retrouvé coincé dans son camion avec son fils de 3 ans. Heureusement, leur camion est resté d'aplomb, appuyé contre la rive. Tous deux ont eu la chance de s'en sortir indemnes. Pour la plupart d'entre nous, les pluies et les inondations ne sont que des désagréments, comme en ville où les averses sont désagréables sans être dangereuses. Toute vie sur Terre dépend de la pluie. Sans pluie, notre monde serait un désert. L'histoire de la pluie commence dans les océans. L'eau recouvre les 3/4 de notre planète. Ce vaste réservoir fournit l'essentiel de l'eau de pluie. Ici, le soleil brûlant frappe la surface de la mer. L'eau s'évapore et forme un gaz invisible, de la vapeur d'eau, qui est transportée par le vent vers les couches supérieures de l'atmosphère. Les vagues jouent aussi un rôle dans la formation de la pluie. Elles projettent de minuscules cristaux de sel dans l'air. D'autres particules microscopiques, comme la fumée des feux de forêt,
contribuent à la formation de la pluie. En s'élevant dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et elle finit par se condenser en minuscules particules, donnant naissance à un nuage. L'eau contenue dans l'atmosphère change constamment d'état, passant de l'état de gouttelette visible à l'état de vapeur d'eau. Donc, la vie d'un nuage est très courte. Un nuage a une durée de vie moyenne de 10 minutes. Pourtant, toutes ces gouttelettes d'eau s'accumulent et un cumulus de taille moyenne pèse plus de 500 tonnes. À l'intérieur d'un nuage, les gouttelettes d'eau sont minuscules. Elles sont si légères que chacune mettrait 16 heures à atteindre la Terre. Il faut 1 million de ces gouttelettes pour former une goutte de pluie. La formation de la pluie débute au sommet du nuage sous forme de flocons de neige. Il fait si froid à cette altitude que la vapeur d'eau gèle et forme des cristaux de glace. À la base du nuage, l'air est plus chaud, la neige fond et les gouttes de pluie tombent sur la terre. Les premiers scientifiques ont voulu mesurer la taille d'une goutte de pluie. Pour cela, ils ont mis au point une recette simple. Il faut d'abord passer au tamis une livre de farine dans un plateau et la laisser sous la pluie pendant quelques secondes. Ensuite, cuire cette farine pendant 20 minutes dans un four à 150 degrés. Enfin, passer à nouveau la farine au tamis pour révéler des gouttes de pluie parfaitement formées par la cuisson et que l'on peut mesurer. Pour mériter le nom de pluie, les gouttes doivent se conformer à la définition de l'Organisation météorologique mondiale et mesurer au moins 1/2 millimètre de diamètre. Des gouttes plus petites ne sont qu'une bruine. La bruine naît dans des nuages moins épais, comme ce stratus. Seuls les nuages volumineux produisent des gouttes assez grosses pour se transformer en pluie. Les plus grosses gouttes tombent dans les tropiques. C'est ici que l'énergie du soleil donne naissance aux nuages les plus développés et aux orages les plus violents. L'existence des forêts tropicales dépend de ces pluies abondantes. Cet écosystème a besoin pour survivre de pluies torrentielles régulières. Ces gens sont en train de prendre un bain de soleil à proximité de l'endroit où la pluie est la plus abondante au monde, sur l'île de Kauai, à Hawaï. Bien que le soleil brille ici, au sommet du mont Waialeale, il pleut 360 jours par an. C'est le record du monde. La montagne crée sa propre pluie. Les vents qui apportent de la vapeur d'eau de l'océan Pacifique sont déviés vers le sommet du volcan. En s'élevant, l'air se refroidit, la vapeur d'eau se condense et il pleut. En dépit de la pluie, les inondations sont rares. Les pentes du volcan absorbent presque toute l'eau. La forêt et la végétation font office d'éponge, absorbant le reste.
Ailleurs dans le monde, la pluie est moins abondante et moins prévisible. Nous devons faire confiance aux prévisions météo. Les fronts chauds et froids sur les cartes météo permettent de prévoir où il va pleuvoir. La pluie tombe là où l'air chaud s'élève, quand il rencontre un front froid. Ici, l'air froid repousse l'air chaud. L'air froid, plus lourd, plus compact que l'air chaud, se glisse en dessous et rejette l'air chaud en altitude. En s'élevant, l'air chaud se refroidit, se condense pour former des nuages et il pleut. Les énormes nuages des fronts froids apportent des pluies abondantes. Un front chaud est moins violent. Quand l'air chaud atteint la masse d'air froid, il s'élève lentement au-dessus d'elle en formant une mince couche de nuages. Cette couverture grise de nuages, appelée stratus, est le signe annonciateur d'un front chaud, à l'origine d'une longue période de pluie fine et incessante. Quand l'air est sec, la pluie s'évapore avant d'atteindre le sol. Au sommet du Grand Canyon, les précipitations atteignent 40 cm par an. 1500 mètres plus bas, il n'en reste plus que 15 cm. Le reste s'est évaporé en descendant. Ces traînées de pluie qui s'évaporent en tombant sont appelées virgas. La pluie n'est qu'une étape dans le cycle de l'eau. Après une averse, la pluie est absorbée par le sol. On la retrouve dans les ruisseaux. Les ruisseaux deviennent des rivières qui vont se jeter dans la mer. Ainsi, la pluie retourne à la mer et le cycle de l'eau recommence. Mais parfois, même les plus grosses rivières ne peuvent absorber toute l'eau des averses. Plus de 100 000 ruisseaux se jettent dans le Mississippi, qui se gonfle des eaux de 2 provinces canadiennes et de 31 États américains. Au service d'annonce des crues à Saint-Louis, le niveau du Mississippi est sous surveillance permanente afin de prévenir toute inondation. Au début de 1993, une quantité exceptionnelle de pluie s'est abattue sur le bassin autour de la ville. Au printemps, le sol était saturé et les réservoirs en amont débordaient. Le service d'annonce des crues s'est mis en alerte. Les données fournies par un radar météo annonçaient l'arrivée d'un front orageux. Et le niveau du fleuve continuait à grimper. Ceci est un avis d'inondation possible émis par la météorologie nationale de Saint-Louis dans le Missouri. De nouvelles averses sont prévues sur la partie nord du Mississippi dans la nuit de vendredi. Le sol est saturé d'eau et de nombreuses rivières sont inondées. L'averse sera rapide et pourra produire des inondations subites. Les personnes vivant ou se déplaçant dans les régions au nord et dans le centre du Missouri doivent écouter les bulletins météo. Le fleuve déborda et entraîna l'inondation la plus importante qui ait eu lieu aux États-Unis depuis 66 ans. Plus de 85 000 hectares de terre furent submergés. Des centaines de maisons furent détruites et des dizaines de milliers endommagées. Les dégâts s'élevèrent à plus de 75 millions de francs.
Malgré les dégâts importants, beaucoup de gens avaient été prévenus et la plupart avaient pu quitter leur maison à temps. On ne déplora que 50 victimes. Depuis le début de notre histoire, les hommes ont toujours vécu au bord des rivières, attirés par les terres fertiles et l'eau abondante et régulière. Mais les nombreuses crues meurtrières du Mississippi ont fait réfléchir les habitants de la région. En août 1993, le Mississippi inonda la ville de Valmeyer, qui resta submergée pendant 2 mois. Un an plus tard, Valmeyer était une ville fantôme. Les citoyens ont compris la leçon. Ils reconstruisirent leur ville plus haut, loin de la menace du fleuve. James Smith est responsable de ce projet. Ici, nous sommes à environ 60 mètres au-dessus du niveau de l'inondation de l'année dernière. À cette hauteur, la ville sera à l'abri. L'étude des archives des 100 dernières années et les informations des météorologues démontrent qu'une inondation est impossible à ce niveau. Les gens ont donc choisi de reconstruire la ville ici. Les habitants de Valmeyer n'en ont peut-être pas conscience, mais ils ont de la chance. Des millions de gens dans des pays plus pauvres n'ont pas le choix, et ils doivent vivre au bord des rivières, d'où ils tirent leur subsistance. Vu de l'espace, d'immenses nuages recouvrent le Bangladesh. Ils apportent la mousson. En Asie, pendant 6 mois chaque année, le vent souffle de la terre vers la mer. Le climat est sec. Mais en juin, la terre se réchauffe au centre de l'Asie et les vents changent de direction. L'air est attiré de la mer vers la terre. Ces vents chargés d'humidité apportent la mousson. La mousson dure 6 mois, pendant lesquels des pluies torrentielles s'abattent sur la région. Les peuples de l'Inde et du Bangladesh ont besoin de la mousson. La pluie ramollit la terre et ils peuvent planter leur récolte de riz. Mais parfois, les pluies de mousson sont trop importantes pour être évacuées par les ruisseaux et les rivières. En 1970, des inondations au Bangladesh ont tué plus d'1 demi-million de personnes. Quand l'eau se retirera, les hommes devront revenir vivre dans les plaines. Mais ils savent que bientôt, les pluies s'abattront à nouveau. Nous sommes tous affectés par la pluie. Sa force brutale détruit tout sur son passage, ne respectant aucune culture ni aucune civilisation. Pourtant, cette force qui tue apporte aussi la vie. La pluie est la force meurtrière la plus délicate de notre planète.